et que tous les paramètres sont bons. Alors, faites-moi des petits signes, des petits pouces pour que je sache que le son est bon. Et dites-moi d'où est-ce que vous venez. Faites juste m'écrire si vous êtes de Montréal ou en fait, où est-ce que vous voulez faire votre projet précisément. C'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. Si c'est à Montréal, à Québec, en campagne, ou si c'est au Costa Rica, il y a déjà des gens qui m'ont approché pour ça. Fait que faites juste me laisser un petit mot de où est-ce que vous voulez faire votre projet pour que on puisse mieux vous conseiller, puis juste savoir un peu qui est là. Fait que je vais tout de suite me connecter pour me regarder. Oh yes! Il y a Anne-Marie qui dit qu'elle était à Gatineau. Bonjour Anne-Marie. J'adore quand je peux voir le feed live. D'ailleurs, si vous avez des questions précises, ne vous gênez pas à les poser. On va commencer avec une petite présentation de base. Daphné d'Abitibi, yes. Richard du bon Québec, pas de Québec, du bon Québec, Richard. Il y a Claude de Morin-Heights. Il y a Jasmine de Québec. Ensuite, qui d'autre? Qui a Julien Larlequin, qui est un être extraordinaire en passant. Qui d'autre? Isabelle Destry, Denis du Québec. Saint-Colomban, Basse-Laurentide, Mauricie, Kaya, Francine, à la campagne, je dois prendre que tu habites en ville. Benoît, tu peux ouvrir ton micro puis te joindre à nous. Une pin vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir Benoît. Bonjour à tous. Merci, yes. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites juste me donner des petits pouces pour me confirmer que vous m'entendez bien ou écrivez-le dans le chat, dans les commentaires. Jules de Varenne, Isabelle de la Naudière, Jean-Sébastien des Grandes-Baies, my God, Patrick de Saint-Colomban, Jessica de Sainte. Oh my God, OK, il y a du monde à la messe, Lucie Michel, Insidex Max, bon nom. Bonne aventure, Bruno, ça c'est loin. Nouveau-Brunswick, Jessica, c'est un plaisir. OK, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a vraiment beaucoup de monde, c'est fou. Parfait, Denis me dit 10 sur 10 pour le son est incroyable. Parfait, je suis heureux. On va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Mais premièrement, comment ça va, Benoît? Ça va super bien, effectivement. Avec le beau soleil qui arrive, c'est là que c'est vraiment un plaisir de vivre dans une maison performante, écologique et très lumineuse. Quand le soleil du mois de janvier, de février arrive, là, pour moi, c'est les plus beaux moments de l'année. Là, on dirait que les projets commencent à germer, commencent à prendre forme. Fait que, on a hâte. Nice, parfait, j'adore. Puis d'ailleurs, toi, tu habites déjà dans une maison écologique qui n'est pas encore ma chance, mais qui s'en vient. En fait, tu as plus qu'une maison écologique. Effectivement. Moi, je me suis amusé à faire quelques projets. Donc, ma maison, effectivement, qui a été mon premier gros projet où est-ce que je me suis vraiment amusé à expérimenter plein d'éléments. Après avoir été entrepreneur en bâtiment écologique pendant 3 ans, j'ai été souvent très déçu des résultats qu'on avait de certains produits, de certaines efficacités, cette recommandation qu'on avait des représentants qui nous disaient « Ah oui, telle chose va te faire sauver 25 » et finalement, ce n'était pas du tout l'efficacité qu'on avait. Et c'était toujours un défi parce que les clients, après ça, sont toujours un peu déçus par rapport à toi parce que c'est toi qui avais référé, qui avais passé le message. Et en 2008, donc avant de construire ma maison, je me suis dit « OK, là, je suis tanné de faire vivre la déception aux gens. Alors, je ne recommanderai plus aucun produit que je n'aurais pas vécu avec, que je n'aurais pas pu tester moi-même. » C'était une belle phrase, une belle soirée. Le lendemain, quand j'ai réalisé tout ce que ça l'impliquait, cette belle soirée-là, on a commencé à vouloir faire une grosse liste de tout ce qu'on a mis. Et la maison Sainte-Martine, dans le fond, c'est la maison, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a le plus d'éléments écologiques à l'intérieur. C'est là que tu es en ce moment, là? Oui, je suis dedans. Donc, vous voyez un peu je vis dans un petit musée, entre guillemets. Là, il y a un panneau explicatif de certains des éléments de la maison. Depuis maintenant 10 ans qu'on reçoit des groupes à la maison. Il y a plus de 3000 personnes qui sont venues visiter. Wow. Je pense que c'est peut-être une des maisons écologiques les plus visitées au Québec. Demain, je reçois un autre groupe. Samedi aussi également. On continue à faire des visites. Ah, ça, c'est le fun parce qu'on peut aller visiter les maisons. C'est un truc que les gens adorent toujours, les visites de maisons écologiques. Fait que ça, c'est vraiment fun. Ça permet de voir en même temps qu'est-ce qu'une maison écologique, qu'est-ce que ce n'est pas également. Ça donne un peu une idée. Puis moi, quand j'ai choisi de bâtir ma maison, je voulais enlever un peu le stéréotype qu'une maison écologique doit être à la campagne, doit être en forêt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on doit se cacher pour vivre d'une façon écologique, saine et durable. Fait que moi, j'ai choisi un terrain en pleine banlieue, j'ai des voisins.
d'où vient la définition? Parce que là, le sujet, c'est combien ça coûte une maison écologique. Mais là, avant de se poser la question combien ça coûte une maison écologique, il faudrait définir qu'est-ce qu'une maison écologique. Fait que tu es en train de t'aligner là-dessus, mais je voulais juste qu'on clarifie pour tout le monde. On va bien définir c'est quoi une maison écologique parce qu'il y a plein de façons de vivre sa maison écologique. Puis après ça, on pourra rentrer plus dans combien ça coûte, les différentes options et tout. Oui, c'est un très bon point parce que beaucoup de gens ont l'image d'une maison écologique, c'est ça, à la campagne, de plein de façons, avec des panneaux solaires, avec quoi que ce soit. Alors qu'il y a des maisons écologiques, il y en a de tous les styles. Et on pourrait discuter longtemps de qu'est-ce qu'une maison qui est vraiment écologique. Ça, c'est un grand sujet philosophique parce que on pense beaucoup à la maison unifamiliale, c'est un peu le rêve américain qu'on vit ici au Québec. C'est champêtre, la petite maison naturelle dans la campagne, au loin, dans la nature. C'est champêtre. C'est ça le rêve qu'on partage, c'est ça. Oui, effectivement. Et à force de faire des lectures, de voyager, de voir, on se rend compte que finalement, la maison unifamiliale, c'est un peu la pire façon d'habiter un territoire, en guillemets. Là, je sais qu'il y en a qui vont me critiquer en disant « Voyons, Benoît », mais il faut juste comprendre, je ne suis pas contre, mais il faut juste comprendre que d'un point de vue de ressources, si j'ai ma maison qui est tout seul à avoir un puits, un champ d'épuration, un chemin, bien, je dois partager beaucoup d'éléments. Dans le fond, ben, je ne partage pas les éléments, donc c'est moi qui les paye au complet. Alors qu'un projet de triplex, juste de jumeler, des fois juste d'avoir deux maisons collées ensemble, ça toujours vient de réduire beaucoup d'impact, beaucoup de coûts aussi, qui est aussi écologique. Fait que ça, puis on voit, nous, on a fait un projet à Tremblant de triplex, en forêt, avec la vue, avec le soleil. On a tous les avantages d'un bâtiment, d'une maison écologique. Mais finalement, c'est des triplex, donc c'est 3 unités. Et c'est là qu'on est venu avoir une efficacité beaucoup plus grande. Oui, puis on pense souvent qu'une maison écologique, c'est ça, c'est la belle petite maison loin dans la prairie. Puis nous, quand on en parle, puis on fait des images, puis on fait de la publicité, bien, on prend souvent cette image-là parce que c'est ça qui attire les gens. Mais c'est pour mieux, une fois qu'ils sont attirés, de mieux éduquer puis de faire comprendre. Tu sais. Premièrement, la maison la plus écologique puis la plus économiquement viable, tu sais, dans notre sujet d'aujourd'hui, combien ça coûte, bien, il n'y aura jamais rien de plus écologique et économique que de construire plus petit. D'où est venue vraiment la grande mode des mini-maisons dernièrement. Puis on trouvait ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que ça coûte moins cher une mini-maison. Mais quand tu te mets à faire les nombres puis tout, puis ça reste vrai que ça reste moins cher à long terme, mais dans le court terme, il n'y a pas de fondation, la banque ne va pas te donner d'hypothèque, donc tu vas payer 10 % d'intérêt sur ton prêt, que ça va être un prêt sur 10 ans à la place de 25 ans. Puis, ce que tu vas investir dedans ne prendra pas de valeur comme quelque chose qui est sur un terrain. Fait qu'économiquement, en fait, dans le court terme, ça coûte beaucoup plus cher une maison, genre comme une mini-maison qu'une maison sur fondation. Fait que là, on est comme, oh, c'est plus petit, c'est moins cher, mais ça me coûte plus cher au quotidien. Mes mensualités sont plus chères, puis j'ai pas autant de gains en capital, ça veut dire que je suis pas en train autant de m'enrichir avec la réalité de l'immobilier. Vous pouvez être contre ou pour la réalité de l'immobilier, mais c'est un fait qui est là, puis c'est une réalité dans laquelle on doit jouer. Fait que là, nous, on s'est mis à designer des mini-maisons, puis là, on se dit, ah, c'est cher, il faudrait les mettre sur fondation. Après ça, on se dit, hey, une mini-maison, là, tout ça, c'est comme, vous allez voir qu'on joint l'écologie et l'économie ensemble. C'est-à-dire qu'on diminuait la quantité des maisons, mais ça faisait que chaque bâtiment, pour une petite espace de vie, il y avait quand même beaucoup de périmètre autour de la maison. À cause que plus que tu es petit, plus que tu as de périmètre au ratio de ton espace habitable. Puis le périmètre, c'est des murs, ça coûte cher et c'est surtout de la perte de chaleur. Parce que tout mur est une perte de chaleur. Plus que tu as de murs, plus que tu perds de chaleur. Fait que dans toute cette idée-là, on s'est dit, on va prendre 2 mini-maisons, puis on va les coller ensemble. Puis ces 2 mini-maisons-là, ben, on n'aura pas les 2 murs entre les deux comme un duplex qu'on va devoir chauffer. Puis ensuite, si je prends, puis là, j'en mets 2 par-dessus, là, j'ai mes 2 murs, mes 2 planchers, mes 2 murs, puis mes 2 plafonds. Fait que j'ai de plus en plus de surface que je n'ai pas besoin de chauffer. Je deviens de plus en plus performant. Fait que là, je me suis dit, on va coller plein de mini-maisons ensemble. Puis là, j'ai fait ça dans SketchUp, un programme de dessin 3D. Ça avait l'air d'une tour à condo. Puis là, j'étais comme, wow, c'est écologique une tour à condo. Puis en plus, tu imagines que la tour en condo est au milieu du centre-ville. Le défaut de la belle petite maison en campagne qui a de l'air écologique, c'est qu'on oublie tout le temps qu'il faut prendre son auto pour s'y rendre, revenir, s'y rendre, revenir. Quand nos enfants vont à l'école, ils prennent un autobus. Ça, c'est constamment de la pollution parce qu'on brûle du gaz. Bientôt, on va avoir les autos électriques qui vont vraiment à 100 % là. Mais
de construire une maison à la campagne, ça prend beaucoup plus d'énergie qu'en ville. Fait que ça devient intéressant. Puis là, une des réflexions, c'est wow, c'est quoi une maison écologique? Ben, c'est peut-être un condo dans une tour en condo à béton à Montréal. C'est que j'exagère un peu, je suis un peu choquant quand je dis ça, mais il y a beaucoup de chances que ça soit plus écologique que l'unifamilial dans la nature qui a de l'air champêtre. Fait que je veux juste mettre du bois dans la balance, puis je veux pas que vous alliez tout briser vos rêves ou que vous alliez pas vous installer dans une belle maison en nature, mais je veux juste que vous soyez au courant des enjeux. Qu'est-ce que tu dirais de cette réflexion-là, Benoît? Ben, elle est très pertinente, puis moi, c'est sûr que depuis 15 ans, il y a une réflexion constante sur comment on devrait habiter le territoire. Tu sais, je pense que la grande question, elle est là. Il y en a pour tous les goûts aussi, parce qu'il n'y a pas un type. Nous, jusqu'en 2012, avec l'équipe, on cherchait la recette, la solution, et pour se rendre compte que finalement, c'est un peu comme la cuisine. Il n'y a pas une recette de sauce à spaghetti qui plaît à tout le monde. Chacun a sa meilleure recette, a ses détails, a ses ingrédients qu'il veut mettre selon ses goûts. Alors, le bâtiment doit répondre à plusieurs besoins. C'est là que, oui, il y a des gens qui habitent en ville, puis l'avantage au niveau des transports, des services de proximité, c'est vraiment intéressant. Il y a moyen aussi de développer des banlieues d'une façon plus intéressante et il y a des façons de développer la campagne aussi d'une façon plus intéressante. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah ben non, moi, tel type de zonage ou de développement, je ne l'aime pas, donc je ne veux pas vivre en banlieue parce que c'est comme ça. » J'ai eu la chance de visiter en Allemagne des quartiers écologiques, puis tu fais comme « Wow, c'est complètement génial ce qu'ils ont fait. » Il y a moyen de développer soit des petites villes ou des gros villages avec des transports en commun, des services de proximité, mais c'est déjà réfléchi et on n'est pas obligé de vivre dans des grandes villes pour avoir ces services de proximité-là. Je pense que la réflexion doit être de plus en plus globale parce que ce n'est pas une maison à la fois. C'est pour ça que moi, je suis impliqué dans certains comités, dans certains groupes plus politiques pour faire changer des règles parce que je me dis, une maison à la fois, ben, on ne peut pas faire changer la rue. Hein. Nous, on achète le terrain, on bâtit sur le terrain, mais la rue est déjà là. Les services de proximité sont déjà pas là ou ils ne seront jamais là. Fait que l'accès à l'Internet va-tu arriver quand est-ce? Alors que si on développait justement autant notre campagne, nos villages, de prioriser justement les artères déjà développées, de densifier ça, d'avoir du transport en commun, fait qu'il y a moyen de vivre avec de la tranquillité, parce que souvent c'est ce que les gens vont chercher. Et c'est sûr que de vivre aussi, comme on disait justement, en condo, puis en jumelé, souvent les gens vont avoir une image des fois un peu plus négative en disant « Ah ben non, moi je ne veux pas entendre mes voisins, fait que c'est sûr que je veux une maison unifamiliale. » Alors qu'il y a moyen de faire des condos bien insonorisés. Il y a moyen de le faire. Puis c'est un exemple, le chalet à Boultoness, le projet Missisquoi qu'on a fait. C'est un défi qu'on s'était lancé. Alors, c'est 2 maisons, une par-dessus l'autre. Dans le fond, c'est comme un grand bâtiment. Mais on peut faire vivre 2 familles. Et le test qu'on fait quand on le fait visiter, ben, c'est aller faire du bruit en haut. Vous allez voir qu'il y a moyen de vivre un par-dessus l'autre et de ne pas se déranger par la suite. Puis les normes d'insonorisation sont vraiment plus présentes en Europe. Puis, tu sais, dans le fond, ce que je voulais amener, tu sais, moi, j'ai amené 2 extrêmes tantôt, c'est-à-dire la maison unifamiliale, bien, c'est toi qui l'as amené en premier, dans la bois, la nature tout seul. Après ça, le condo en béton, en tour à Montréal. Puis peut-être que ça peut être plus écologique, mais entre les deux, il y a tout un spectre qui est possible. Fait que là, toi, tu avais le deuxième spectre, tu sais, le prochain pas qui était un jumelé dans la nature. Après ça, on peut faire des quadruplex dans la nature ou en campagne avec des bons services puis tout. Fait que, tu sais, il y a toute une échelle de possibilités. Puis là, on est vraiment encore dans, tu sais, l'objectif, c'est combien ça coûte une maison écologique, mais avant, on est en train de définir des paramètres pour une maison écologique, c'est quoi? Puis j'aimerais amener un autre paramètre à c'est quoi une maison écologique avant d'arriver dans le coût. Puis après ça, on va attaquer pour répondre à vos questions. Mais il y a une autre dimension que j'aimerais beaucoup, puis que il y a, dans le fond, la première que j'ai faite, c'est il n'y aura jamais rien de plus écologique et économique que de construire tout petit. Puis après ça, si tu colles tes tout petites maisons, tes mini-maisons ensemble, c'est encore plus écologique et efficace. Mais il y a quelque chose d'encore plus écologique que construire du neuf, et c'est de rénover ce qui existe déjà. Puis ça, c'est assez économiquement viable, puis je commence tout de suite à en parler, parce que Benoît, toi, tu accompagnes beaucoup de gens qui veulent une maison neuve, puis je serais curieux que tu parles un peu de quel pourcentage réussit à passer à l'action, puis qu'est-ce qui est plus adapté pour la majorité des gens? C'est une très bonne question. Il y a peu de grandes statistiques sur le domaine. Et beaucoup de gens, la majorité des gens, je pense, rêvent d'une maison neuve, puis c'est souvent ça qu'on pense. Et beaucoup de gens associent la maison écologique saine à une maison neuve, comme si les maisons usagées ne permettaient pas d'avoir accès.
Réaliser un projet de maison neuve, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. C'est sûr qu'une maison neuve va toujours coûter plus cher qu'une maison usagée. Après ça, au niveau de l'achat, il y a une question de si on l'évalue sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, au plus c'est d'autres calculs. C'est là que c'est important. Mais la rénovation est très intéressante aussi. Il y a plein de beaux bâtiments qui ont besoin d'amour, qui sont déjà là, ils ont déjà eu leur impact écologique et des fois qu'on doit juste améliorer. Au niveau des pourcentages, je dirais que depuis 15 ans que j'accompagne des gens, environ 50% des gens qui sont accompagnés arrivent à réaliser leur projet. Donc, 1 sur 2. Et là, je dis le terme accompagné parce que je vois des gens, autant dans les salons, autant dans les conférences, que ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur leur projet et ils tournent en rond. Donc, des gens qui ne prennent pas d'accompagnement, qui font leur recherche seulement sur Internet, ne prennent pas de formation. Selon moi, c'est peut-être entre 5 et 10% qui réalisent leur projet. Ouais. Fait que c'est un projet, là. Là, je serais curieux qu'on prenne la stats parce qu'il y a 5 à 10% des gens qui, tu dis qu'ils passent à l'action et qui font une maison neuve ou juste 5 à 10% des gens qui passent à l'action, puis un certain pourcentage de eux vont vers le neuf, puis d'autres vers acheter puis rénover ou rénover ce qu'ils ont? C'est une bonne question. C'est sûr que de ceux qui voulaient un projet de bâtiment neuf, il y en a un faible pourcentage qui passe à l'action. C'est quand même beaucoup de temps. Puis on parle toujours de maison neuve en disant hey, c'est génial, je vais pouvoir tout choisir. Oui, c'est ça. Quand on commence, on fait comme il y en a donc bien des choix à faire. Là, je veux dire, c'est écœuré de choisir. Là. Des choix à 1000$, là, je ne suis plus capable. Là. Effectivement. Donc, c'est ça. Fait qu'il y en a peut-être, selon moi, c'est ça, 10% qui ont travaillé sur le projet qui vont le concrétiser, entre guillemets. J'ai connu beaucoup de gens aussi qui avaient acheté leur terrain, qui avaient entamé des démarches et qui, après ça, c'est peut-être un tiers des personnes qui vont revendre leur terrain par la suite parce qu'ils n'ont pas fait les calculs, ils n'ont pas tout vérifié avant de le faire. En disant, ça a l'air le fun, ça a l'air génial, puis oui, j'ai le goût. Premier étage, je m'achète un terrain et après ça, je commence à chercher, calculer, ainsi de suite. Alors que quand tu achètes le terrain, ben, il est déjà un peu tard. Là. Donc, comme ça. C'est un peu comme d'avoir un enfant puis se dire, finalement, c'était pas comme ce que je pensais. Ben, c'est qu'un terrain, ça se revend. Un enfant, dans le fond. C'est pas l'idée. Mais c'est là que moi, j'ai toujours, à mes clients, essayé de voir le plus loin possible, de vérifier toutes les étapes, puis qu'est-ce que ça implique globalement avant de vous lancer dans le projet. Avant de vous lancer trop loin, parce qu'à un moment donné, il faut se lancer pour savoir les réponses, mais c'est bien de poser des questions. Puis il y a Marco ici qui donne un bon commentaire à propos de Benoît. Tu vends ta patente, bonhomme? Puis c'est vrai que Benoît, c'est un bon vendeur, puis c'est pour ça qu'il réussit à entreprendre, construire autant de maisons. Puis c'est pour ça que c'est extrêmement important pour nous de ne pas juste faire venir des gens qui sont des professeurs à l'université dans nos conférences, parce que bien que c'est vraiment bien la théorie, mais il faut du monde qui exécute constamment sur le terrain les problèmes puis tout. Parce que si on a juste des théoriciens, mais ils ne sont pas en contact avec la réalité, puis comment coûtent vraiment les bonnes idées, puis de faire la part des choses, des affaires qui s'exécutent vraiment. Fait que définitivement, Benoît est toujours en train de vendre parce que c'est un homme qui est fier, puis je suis content qu'il soit là pour ça. Mais c'est vraiment dans le but d'avoir un expert. J'aime mieux parler de conseiller parce que moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, je voulais accompagner des gens et j'étais étonné du nombre de personnes qui avaient des projets depuis des années, qui avaient dépensé des fois des milliers de dollars et qui tournaient en rond. Parce que finalement, ils ne se posaient pas les bonnes questions. C'est difficile des fois de poser la bonne question parce que quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne sais pas c'est quoi la bonne question. J'ai tellement vu de gens perdre de temps, d'argent et de rêves qui se détruisent tranquillement. Puis moi, je trouvais ça plate parce que je me disais, hey, ces gens-là, il y avait un beau projet. Ils l'ont juste mal préparé, mal adapté. Et c'est là que moi, j'ai commencé à faire beaucoup de consultations, de formations, de cours, d'accompagnement parce que je me disais, non, ces rêves-là sont trop précieux. Puis c'est tellement rare maintenant que les gens rêvent qu'il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les éteindre. Il faut juste bien les enligner, bien les encadrer. Parfait. Puis on a commencé à glisser sur un sujet qui est le plus important parce que là, la question qui tue, c'est combien ça coûte une maison écologique? Puis tout à l'heure, tu as commencé à donner un indice d'à quel point c'était compliqué de répondre à cette question-là parce que tu disais qu'une maison écologique, surtout clé en main ou neuve, dans le fond, que tu fasses une autoconstruction que ce soit clé en main, c'est beaucoup de choix, vraiment beaucoup de choix.
Puis des choix, quand tu construis quelque chose de neuf, c'est des choix entre 100$ puis 10 000$. Tu sais, c'est comme chaque choix. Fait qu'admettons qu'on fait une moyenne, là, que tu as 1000 choix à 1000$, juste de même, là, ça fait 100 000$ de différence sur le coût de ta maison écologique. Fait que moi, j'adore la question. À chaque fois que j'arrive avec Benoît, je lui demande combien ça coûte une maison écologique, Benoît? C'est vrai que tu marcelles depuis plusieurs années avec cette question-là. Donc, en se disant, il doit y avoir bien une formule toute simple à le faire. Et moi, je pense que c'est la question que j'ai le plus souvent entendue dans ma vie depuis 15 ans. Dans tous les salons, les conférences, c'est toujours la question de « Ouais, mais combien ça coûte? » Puis, et les gens viennent souvent simplifier en disant « Non, non, mais je sais qu'il y a plein de paramètres, là, mais une petite maison, 3 chambres. » Je te donne un barème, là. Fait, en disant des 3 chambres, on peut en faire pour 200 000, comme on peut faire des 3 chambres à 2 millions. C'est pas le nombre de chambres, oui, influence certaines choses, mais des paramètres, selon moi, il y en a peut-être 120, 250, donc paramètres en tout. Oui. C'est sûr qu'il y a des grandes lignes qui sont importantes de réfléchir. Ouais. Dans le cas d'une maison neuve, les éléments qui sont souvent oubliés, parce qu'en moyenne... Là, je veux vraiment qu'on fasse la phrase clé puis qu'on le calme. Là. Ça coûte combien une maison ou ça coûte combien une maison écologique? Ben, la réponse, ça dépend. Puis là, il y a une des choses que ça dépend. Puis là, on ne va même pas rentrer dans la maison, mais il y a le coût de la maison. Là. Mais avant ça, il y a genre les autres choses que Benoît allait dire. C'est qu'avant même de répondre à combien ça coûte une maison, la question, c'est qu'est-ce que tu veux inclure dans ton prix? Mm-hmm. Et comment tu veux le calculer? Et quel niveau de précision tu veux ou quel niveau de certitude ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des projets et se disent « Ah, ça devrait me coûter 250 000, go! » Eux sont à l'aise de vivre avec ce risque-là en disant « OK, je n'ai pas fait de calcul. » Et une des critiques qu'on entend le plus souvent dans le domaine de la construction, de la rénovation, c'est « là, ça a coûté plus cher que prévu. » Et moi, la question est toujours ça, qu'est-ce que tu avais prévu? Parce que si tu avais mal prévu les choses, si tu n'avais pas bien calculé, c'est sûr que ça va coûter plus cher. Si tu te fies à un chiffre sur Internet ou le beau-frère qui t'a dit « Ah, ça coûte à peu près tant », on entend souvent le 150 $ du pied carré. Donc, ça, c'est ce que ça coûte une maison. Et moi, j'ai trop trouvé ça drôle parce que le 150 $ du pied carré, quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'est le chiffre qu'on donnait. Donc, on entendait dans l'industrie. Et aujourd'hui, c'est un chiffre qu'on entend encore. Donc, c'est vraiment génial parce que lui, il ne vit pas d'inflation. L'indexation, il ne vieillit pas. Là, je veux dire, il garde sa jeunesse dans le temps. Et on n'a jamais trop su qu'est-ce qui rentrait à 150 $ le pied carré, qu'est-ce qui rentre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment flou. Mais j'ai tellement vu de personnes partir un projet et le décoller avec juste cette information-là, en ne sachant pas, justement, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça comprend. C'est comme si on disait, une auto qui a 4 portes, ça coûte 25 000. Fait que finalement, ça revient à tant de la porte. Donc, est-ce que c'est 1500 de la porte qu'on doit calculer? Comment est-ce qu'on doit l'évaluer? Puis là, il y a Série, Patrice et quelqu'un d'autre même, Eric, qui disait c'est combien que ça coûte du pied carré? Puis c'est vraiment une mauvaise variable. Mais avant de répondre à cette question-là, on va revenir à ce que je voulais qu'on glisse aussi tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on inclut dans notre réponse? Parce que comme Benoît nous disait, depuis 15 ans, c'est 150$ le pied carré. Mais ça pas. OK, première question. Avant même d'aller dans les détails de la maison, on va se poser la question 1, ça inclut-tu le terrain? Parce que, tu sais, les prix qu'on voit souvent, on appelle ça des prix d'approche. OK, les vendeurs, ils ont ça, c'est un prix d'approche. C'est-à-dire que c'est le prix qu'ils vont mettre. Puis, on est obligé de mettre un prix d'approche qui fait compétition aux autres prix d'approche des pancartes sur l'autoroute. Sinon, personne ne va venir les voir. Puis, ça crée comme une inflation, une déflation de genre comme c'est quoi le prix que les gens disent. Fait que le prix d'approche là, que les vendeurs de maisons disent sur le bord d'autoroute avec les symboles puis que tout le monde se retrouve à devoir se comparer à ça, c'est le prix d'une maison, souvent, toujours sans les taxes, sans les terrains, sans les infrastructures. Fait que là, on va décortiquer qu'est-ce que ça n'inclut pas le prix qu'on dit avant de parler du prix de la maison pour que tout le monde soit aligné. Puis, il y a Arnaud qui posait la question, c'est quoi le prix barème pour commencer? OK? À partir, tu sais, j'aimais sa question parce qu'il était vraiment intelligent. Il est vraiment plus exact. Il dit, OK, je sais que ça bouge, mais à partir de quand je peux commencer à rêver à ma maison écologique? Puis, moins que ça, je sais que c'est pas réalisable. C'est qu'on va arriver à ça, mais on va y arriver de façon pédagogique un peu plus. Fait qu'Arnaud, tu avais vraiment une bonne question.
Puis Éric demande, c'est quoi les 120 paramètres? Ben, je ne vais pas toutes les énumérer là parce que l'autre fois, j'ai fait un tableur qui avait 250 lignes pour le coût d'une maison. Man, j'ai eu le goût de vomir à moitié. Puis juste pour vous dire, moi, les tableurs comme Excel, là, j'apprends des nouvelles formules le soir avant de me coucher, ça me détend, OK? Fait que c'est vraiment intense calculer combien ça coûte. Mais là, on va revenir, on laisse la maison de côté, puis là, on va juste mettre les autres paramètres qu'il faut inclure dans notre budget avant d'arriver à la maison. OK? Fait que pour répondre à la question justement d'Arnaud, celui qui a posé combien de paramètres, une des façons, je me souviens, quelqu'un, j'avais déjà dit, ben, dans ta maison, ton appartement ou ton logement, regarde tout ce qu'il y a dedans et décortique carrément chaque chose, chaque étape, et tu vas avoir tous les paramètres. Donc, la moulure qui est par-dessus ton plancher, la structure de ton plancher, le gyps, la peinture sur les murs. Fait que vous voyez, dans le fond, c'est comme si vous défaisiez votre maison, là, et là, vous allez voir tout ce qu'il y a dedans. Comme ça. C'est un peu tout ça, les paramètres. Et là, je prends vos questions, puis on y arrive au fur et à mesure. J'essaie de toutes les avoir, là, mais là, il y a Marco qui a plein de questions techniques de qu'est-ce qui fait qu'une maison écologique. Je pense qu'on va y arriver en second temps après avoir fait genre paramètres de prix de base. Mais en premier. Fait que si on parle donc d'une maison unifamiliale, parce que c'est sûr que le défi d'une maison unifamiliale, surtout quand on la construit, ben, c'est qu'on achète un peu tous les éléments. C'est un peu la même chose que si je fais une recette. C'est beaucoup plus dur pour moi de savoir combien il va me coûter mon souper de spaghetti, ma sauce à spaghetti. Si je la fais toute moi-même, ben là, je suis obligé de calculer les matériaux, les ingrédients. Alors que si je vais au restaurant, ben c'est clair, le spaghetti me coûte 12 $. Fait que j'ai déjà toute ma réponse. C'est là le défi aussi. Et déjà, vous voyez un indice de est-ce que si je me fais un spaghetti chez moi, est-ce qu'il va me coûter le même prix que de le faire au restaurant? Fait qu'un des paramètres qui va varier beaucoup, c'est votre niveau d'implication dans le projet. Parce que plus vous en faites, et si vous ne vous calculez pas un salaire, vous ne donnez pas un salaire, bien là, il y a une économie. Fait que ça, c'est une des variables. L'autre variable, mettons, si on part plus à la base, Frédéric l'a déjà nommé, le terrain. Donc, le terrain, j'ai vu des gens qui ont acheté des terrains à 15 000 comme j'ai des clients qui ont acheté des terrains à 300 000 Fait que le prix du terrain, il est vraiment très variable. C'est ça. Fait que on va juste faire le terrain, les infras qui vont dessus pour préparer le terrain pour mettre la maison, puis après ça, on va sur le coût de la maison. Fait que là, on commence avec le terrain. Là. Ouais. Fait que là, c'est entre 100 000 et 300 000. On pourrait trouver un terrain à 50 000 ou on pourrait trouver un terrain à 20 000 en Gaspésie ou à 5 000. Ouais. J'en ai vu à 15 000. Moi, j'ai des clients qui ont acheté des terrains à 15 000, donc en région, des coins, ou des fois des municipalités qui ont de la difficulté à se développer. Fait que la municipalité, eux, vont devenir le promoteur, puis ils vont le vendre sans le vendre à rabais, mais ils vont le vendre sans vouloir faire de profit. C'est sûr que ça peut être intéressant. Donc, fait que le terrain, c'est vraiment en bas de 15 000, c'est plus rare qu'on en trouve. Puis moins cher que ça, posez-vous des questions pourquoi il se vend si peu cher. Mais il n'y a pas de prix maximal, donc ça peut aller jusqu'à 300 000 pour les terrains. Mais ce qu'on voit beaucoup, je dirais, c'est entre 75 et 125. C'est pas mal la majorité des terrains. Parce que dans le fond, il faut juste prendre en considération que tandis que c'est une maison neuve, quand tu regardes l'économique, de construire une maison neuve qui coûte genre 200 300 000 bien, si tu la construis sur un terrain de 100 000 elle va probablement valoir son prix. Si tu as construit la même maison qui t'a coûté, admettons, 250 000 dans ce cas-ci, en Gaspésie, elle va valoir moins cher que t'as coûté à construire. Ça veut dire que la banque va te prêter moins que ça te coûte, c'est qu'il va te falloir un cash down incroyable. Fait qu'il faut prendre en relation tout ça aussi, que genre tu peux économiser, mais ça va te prendre plus de cash pour pouvoir le faire, genre de mise de fonds en bon français, pour arriver à construire. Puis ça, c'est des défis économiques plus complexes qui arrivent comme en phase 2 parce que oui, sur un terrain de 15 000, la maison coûte moins cher à la fin, mais elle vaut moins cher sur le marché de l'immobilier. Vous pouvez être d'accord ou pas comment le marché de l'immobilier fonctionne, mais la banque, elle, est alignée là-dessus pour vous prêter de l'argent. Fait que si vous ne vous alignez pas avec ça, vous allez devoir débourser beaucoup plus d'argent de front. Ce qui se fait si vous travaillez pendant plusieurs années pour bien économiser, il faut juste le prendre en considération. Fait que là, le terrain, on se disait que pour une maison, puis tu sais, beaucoup de gens, là, je serais curieux. On va faire un sondage rapide, OK? Puis je note vos questions, là, pour les prix au pied carré, puis tout, puis on y arrive, mais premièrement, on décortique les autres choses pour que ça soit constructif. Mais je fais un sondage rapide. Je serais curieux de savoir à quelle distance les gens veulent habiter de Montréal ou Québec. Dans le chat, là, écrivez-nous vite, là.
à combien de temps en auto vous voulez habiter de Montréal ou de Québec, puis dites-nous si ça n'a pas d'importance aussi, genre que comme je m'en fous, ça peut être loin. Fait qu'écrivez-le là dans le chat vraiment rapidement, puis on va juste faire un petit sondage vite, parce que les gens sont comme « Ah, c'est cher, 100 000 pour un terrain ». Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous allez nous écrire. Écrivez dans le chat, dans les commentaires en dessous, à quelle distance de Montréal ou de Québec vous voulez habiter en minutes, ou si ça ne vous dérange pas. En Abitibi, 5 heures, parfait. Lui, on sait que son terrain ne coûtera pas trop cher. 1 heure max important, 45 minutes, 60 minutes. OK, 2 heures, c'est plus loin, c'est possible. Abitibi, 8 heures, 45 minutes, 30 minutes de Québec, 40 minutes de Montréal, 1 heure, 45 minutes, 1 heure, c'est important, 1 heure max, 1 heure max. Je savais que ça allait être ça la réponse. 2 heures, tu vois, Linda est plus loin, elle peut se permettre un terrain en bas de 100 000, probablement pour une unifamiliale. 1 heure max, 1 heure max, 1 heure et demie, pas d'importance. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de Montréal. OK, parfait, j'adore. Fait que, tu sais, là, vous pouvez, tu sais, la forte majorité, là, à vue d'œil comme ça, là, il y a un 10 % qui peuvent être à 2 heures de Montréal. Il y a un 25 % que ça peut être à n'importe quelle distance. Puis un 75 % que ça doit être relativement proche d'un grand centre-ville. C'est-à-dire que le prix du terrain va être cher, que ça va être assurément au-dessus de 50 000. À moins, tu vois, Marie-Hélène dit à 35 minutes de Québec, j'ai payé mon terrain 30 000. La question après ça que je vais poser, c'est il y a combien de temps? Parce que ça aussi, ça joue. T'inclus-tu les taxes? Ça aussi, ça joue. Est-ce que tu as des infras? Puis ça va être quoi des coûts de tes infras à cet endroit-là? Justement, au niveau du terrain, il y a comme 2 grandes familles, qu'on pourrait dire. Il y a les terrains à la campagne, ou dans le fond, que je n'ai pas accès au réseau d'aqueduc ou d'égout. Alors, ça veut dire que je suis obligé d'avoir, parce qu'on parlait un peu des infrastructures, donc c'est tout ce qui est à faire, toute la préparation avant de construire. Alors là, ça m'oblige à emmener justement des coûts plus élevés si j'ai un chemin aussi plus élevé. Comparativement, si j'ai un terrain en banlieue ou en ville, que là, j'ai juste à me connecter à l'égout ou à l'aqueduc de la municipalité. Fait que c'est sûr que le coût des infrastructures va varier. Et c'est là que c'est important de prendre... Juste pour revenir pédagogiquement, on avait notre terrain, puis là, dépendant d'où est-ce que tu achètes ton terrain, tu vas changer la prochaine étape de ton coût d'infrastructure avant d'implanter ta maison. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que je laisse continuer, mais je voulais juste situer les gens dans l'ordre. Très bon point. Et c'est là que j'aime souvent rassembler le coût de ces 2 étapes-là, parce que souvent les terrains, pratiquement tout le temps, les terrains qui ont les infrastructures vont coûter plus cher. Parce que quand tu achètes un terrain avec l'égout et l'aqueduc, ils ne sont pas gratuits, là. Ils ne sont pas apparus dans la rue par hasard. C'est le promoteur qui les a passés. Fait que lui, il te le vend avec le service aussi. Et tu n'as pas à t'en occuper. Fait que ça aussi, ça a quand même une valeur. Donc, il n'y a jamais de problématique avec la ville ou quoi que ce soit. C'est très rare. Fait que c'est là que c'est important de dire mon coût de terrain, puisque des fois, un terrain plus cher, mais qui a l'égout et l'aqueduc, va revenir moins cher qu'un terrain qui aurait peut-être coûté, je ne sais pas, 20 000 de moins, mais je suis obligé de mettre un puits à 10 000 et un champ d'épuration à 15 000, qui vient amener mon budget plus élevé par la suite. C'est pour ça que ces 2 paramètres-là sont intéressants à combiner quand on veut faire vraiment un comparatif de coût de terrain global. Fait que là, juste pour rappeler le truc, faire quelque chose de comme grossier puis pédagogique, là, moi, je dirais, là, puis là, il y a des gens qui disaient leur prix de leur terrain qui est un peu moins cher. Ce que j'observe, c'est qu'à Québec, à une demi-heure, 45 minutes de Québec, les terrains sont un peu moins chers qu'à Montréal, c'est un peu normal. Mais grossièrement, là, beaucoup de monde était proche de Montréal. C'est qu'une heure de Montréal, de façon grossière, OK? Ce qu'on va dire va être parfaitement pédagogique et grossièrement inexact, OK? Parfaitement pédagogique et grossièrement inexact. Un terrain, c'est à peu près 100 000, là, très grossièrement. Ensuite, là-dessus, si tu as les infrastructures, là, grossièrement, ça va être un 50 à 60 000, 70 000 dépendant. Puis, c'est que là, on va partir avec ça. Mais là, je vais rajouter quelque chose tout de suite, OK, qui est comme une grossière approximation aussi. Mais sur le 200-300 000 que je vais mettre sur ma maison neuve, je vais avoir des taxes qui sont exclues du coût souvent. Fait que là, je vais juste mettre mes taxes. Fait que je vais faire coût du terrain 100 000, infra 60 000, 40 000 de taxes. Fait que là, je suis rendu à 200 000, OK? J'ai dépensé 200 000, puis après ce 200 000-là, je suis rendu à payer mon prix d'approche que les vendeurs de maisons me proposent. Fait que là, je suis à 200 000, puis j'ai rien encore. J'ai pas de maison.
j'ai un terrain, j'ai des infras, puis je suis prêt à commencer ma maison après 200 000 OK? Fait que là, évidemment, on a fait ça grossièrement. Si votre situation est différente, tu sais que vous allez vous construire, admettons, en Mauricie, vraiment loin, puis un terrain qui coûte genre comme 25 000 que c'est du sable, que vous n'avez pas besoin d'infra, genre vous allez baisser vraiment beaucoup, mais vous êtes particulier. Mais j'essaie juste de faire un scénario moyen pour tout le monde qui nous est à 1 heure de Montréal, ou la majorité, en fait, c'est pas tout le monde. La proportion qui revenait le plus souvent, c'est max 1 heure de Montréal. Fait que là, vous avez, dans le fond, 200 000 que vous n'avez pas commencé à construire. 100 000 pour le terrain, 60 000 pour les infras, 40 000 de taxes, grossièrement, sur la maison qui s'en vient juste après. Fait que là, après ça, là, vous avez déjà dépensé 200 000, vous n'avez pas encore un pied carré d'air habitable. Fait que là, la question, c'est combien ça coûte une maison au pied carré? Puis ça, on a fait des formules, puis on s'est vraiment cassé le basic, puis on a trouvé quand même une réponse extrêmement élégante. Ça fait 2 fois que je fais l'exercice, puis c'est qu'en fait, partir le coût d'une maison, il y a un frais de départ. Fait que les gens qui disent ça coûte combien de maison au pied carré, c'est une bonne réflexion, mais s'ils prennent juste le coût au pied carré, ça donne n'importe quoi, en fait, parce que plus que tu construis petit, plus que ça coûte cher du pied carré, puis plus que tu grandis, moins que ça coûte cher du pied carré, parce que, ben, même si tu as une mini-maison, ben, sur fondation, mais une toute petite maison, tu as quand même une salle de bain, une cuisine qui sont les éléments qui coûtent cher, toute ta plomberie, toute ton électricité, tous tes contracteurs sont venus sur place. Tu as quand même plein de frais que tu vas dépenser. Tu sais. Il y a tellement de gens qui ont fait justement des erreurs de calcul en voyant telle maison, en se disant, ben, cette maison-là de 1600 pieds carrés a coûté, mettons, 300 000. Ouais. Alors, ils disent, ben, si je fais une maison de 800 pieds carrés, elle devrait coûter 150 000. Ouais. Parce que je la coupe en deux, entre guillemets. Mm-hmm. C'est un peu comme si on revient au restaurant. Si je prends une grande portion ou une pizza plus grande, ben, la pizza plus grande revient moins cher au pied carré. Donc, on pourrait calculer les pieds carrés d'une pizza. On pourrait faire ça la prochaine fois. Tu as déjà amusé à faire le calcul, effectivement. Mais bon, ça, c'est. On a chacun nos passions dans la vie. Là. Mais c'est ça, un peu la même chose, la pizza. Plus elle est grande, moins elle coûte cher au pouce carré. Ouais. C'est la même chose. Fait que là, on va les frais de base qui sont là. Fait que là, nous, on a découvert une formule complètement incroyable pour calculer ça. C'est que, dans le fond, là, on fait notre truc grossier. OK? J'ai 100 000 pour mon terrain, j'ai 60 000 pour mes infras, j'ai 40 000 de taxes. Ensuite, par-dessus ça, on a, tu sais, dans le fond, si ça coûte de moins en moins cher au pied carré, la formule n'est pas bonne. C'est qu'il y a un... Vas-y, Benoît. Au niveau des taxes, dans le fond, c'est juste important de comprendre que quand c'est un bâtiment neuf, on doit payer la TPS et la TVQ. Quand on parle de taxes, parce que souvent les gens vont dire « Ah, la taxe de bienvenue, c'est quelques milliers de dollars. » Non, dans le fond, c'est 15. On peut calculer 15 % de taxes sur tout ce qu'on va payer. Et c'est un des éléments majeurs que les gens ne calculent pas dans leur projet de rénovation et de construction, qui est ce montant-là. Exact. Tout le monde, là, le prix d'approche, les prix qui sont affichés partout, ils n'incluent jamais les taxes. Fait que là, moi, j'ai comme mis un 40 000 de taxes buffer, mais on s'entend que les taxes dépendent de si votre terrain est vendu avec taxes, de vos infras avec taxes, puis le coût de votre maison avec taxes. Fait que c'est vraiment grossier, là, on s'entend. Fait que là, je suis rendu, merci pour avoir fait la parenthèse, Benoît, c'était très constructif. Fait que là, je suis rendu à 200 000. Puis là, la formule qu'on a faite, là, qui est de la haute science, là, puis je vous encourage à penser comme ça, c'est que tout le début de la maison, ta salle de bain, ta cuisine, faire rentrer le plombier, puis tout ça, on a calculé que grossièrement, là, ça coûte 150 000. Mais tu n'as pas encore un pied carré. Mais partir de ta maison, ça coûte 150 000. Puis qu'ensuite, chaque pied carré supplémentaire coûte 120 $ du pied carré. Fait que ça, c'est une formule que si vous la faites, elle est vraiment plus constructive. Fait que là, j'enlève, là, je ne vais pas parler des infras ni des taxes et tout ça. Là, je vais juste parler du fameux dollar au pied carré. Fait que checkez bien la patente. C'est pas 150 $ du pied carré, c'est pas 200 $ du pied carré, c'est 150 $ du pied carré plus 120 pour chaque pied carré supplémentaire. Fait que ça, 150 000 de départ. Oui. Et c'est là que c'est important parce qu'en le fond, ces chiffres-là sont encore hyper variables parce qu'un autoconstructeur qui ne paye que les matériaux va avoir des prix beaucoup plus bas. Et ça dépend aussi de la qualité qu'on cherche, quoi que ce soit, parce qu'il y avait encore la question de qu'est-ce qu'une maison écologique. Il y en a de tous les styles. Donc, j'ai fait des maisons écologiques à 300 000 comme j'ai fait des maisons écologiques à 1 million. Donc, c'est vraiment très variable. Fait c'est juste, puis la réflexion de Fred est super bonne que
finalement, ce n'est pas linéaire parce qu'il y a un frais C'est de linéaire base. avec un point de départ, avec une butte de départ, dans le fond. Oui, effectivement. Parce que c'est là qu'on réalisait que beaucoup, avec la mode des mini-maisons, ben, les gens étaient souvent étonnés du fort coût, est-ce que ça se dit? Le coût élevé de ces maisons-là, parce qu'ils disaient, ben, comment ça que ça revient à 250 $ le pied carré ou 300 $ le pied carré? Je me souviens, j'avais vu un projet d'une mini-maison de 250 pieds carrés et qui revenait à 75 000. Mais finalement, c'est qu'il y a un frais de base qui était là de toute façon. Même si je n'ai pas beaucoup de pieds carrés, j'ai quand même plein d'éléments. C'est là que la notion il y a un coût de base qui est là, et après ça, il y a un coût linéaire en fonction des pieds carrés. Yes. Fait que là, j'ai noté vos questions, puis on est en train de. Je veux juste bien expliquer ça sans sauter du coq à l'âne avec Benoît. C'est vraiment important, cette notion-là. Puis après ça, on va répondre à vos questions. J'ai noté la question d'Arnaud, Éric, Diane, puis Marco. Fait que voilà, je continue dans la réflexion. Fait que là, on dit combien ça coûte. Parce que la question, en fait, de Diane, non, la question de Éric. En tout cas, il y avait une question tout à l'heure, je ne me rappelle plus c'était qui, mais qui a demandé à partir de quand je peux penser à avoir ma maison écologique. Fait que là, la réponse, c'est ça dépend. Mais tu sais, là, on commence à mettre des bons paramètres. T'sais. J'ai 200 000 de frais de départ, 100 000 mon terrain, 60 000 mes infras, 40 000 de taxes, très grossier. Fait que là, ça va coûter 200 000. Plus, là, c'est tout clé en main, ça, évidemment. J'ai 150 000 de coût de départ de ma maison, plus 120 $ du pied carré qui monte égal. Puis ça, c'est pour une maison écologique, bien conçue, mais avec rien de sophistiqué, là. Elle a rien, elle est écologique, mais elle n'a rien de sophistiqué, c'est-à-dire qu'elle n'a pas genre de marbre ou de fini naturel que j'adore, mais qui prennent beaucoup plus de temps à poser, donc qui coûtent plus cher si on paye. Fait qu'il faut voir les paramètres. C'est-à-dire que, tu sais, mon 120 $ du pied carré, ben, il monte beaucoup plus à pic. Si je prends des choses qui coûtent plus cher, ça va être 150 $ du pied carré. Si je fais une très belle finition partout, puis je fais tout en matériaux sains, puis que je t'engage clé en main. Souvent, les matériaux sains, les gens vont dire que c'est moins cher, mais c'est parce qu'ils ne comptent pas tout le temps d'huile de coude qu'eux mettent à la place. Fait que, tu sais, là, nous, on a sorti un prix, 150 000 $ plus 120 $ du pied carré pour une maison écologique de base bien conçue. Cependant, je vous inviterai à garder ça en tête, mais quand vous approchez un constructeur de maison, demandez-lui la question. Ça te coûte combien ton frais de base pour ta maison et ensuite combien du pied carré? Ça va le forcer à développer la formule, puis mieux vous répondre, puis on va être tous mieux instruits. Mais là, si on reprend ma mathématique, je suis à 200 000 pour infra, terrain, taxe, plus 150 000, je suis rendu à 350 000. OK? J'ai pas encore un pied carré. C'est pour ça que le neuf, c'est vraiment extrêmement dur. Pour 350 000, vous pouvez acheter une belle maison usagée, là, puis après ça, mettre le reste pour faire des rénovations écologiques. Fait que là, après ça, si je fais une maison de 1000 pieds carrés, ben, ça me coûte 120 000 de plus. Fait que là, je suis rendu à 400 000 facilement. Puis il y a moyen de faire des projets moins chers, mais le projet complet, il faut l'inclure. Il ne faut pas juste regarder le prix de la maison, c'est extrêmement important. Comme je voyais tout à l'heure, JF Desjardins, je crois, il disait, JC Desjardins, j'ai acheté à Fitchbay à 1h30 de Montréal, c'était mon maximum pour son terrain. Tu sais, comme Benoît disait tantôt, c'est peut-être très dangereux parce que si tu accotes le maximum pour le terrain, puis tu n'as pas bien fait tous tes calculs suivants de comment allait coûter ton bâtiment, bien, peut-être que le fait que tu as acheté ton terrain va t'empêcher de construire ton bâtiment. Mais si tu as vraiment bien calculé tout, bien, le calcul de ton maximum de ton terrain va être une bonne idée. Et dans le fond, Frédéric, c'est vraiment intéressant qu'il vous donne des montants, parce que ça donne au moins un barème, mais après ça, c'est là chacun de vous pouvez faire vos calculs, parce que justement, il y en a plusieurs qui parlent de mon terrain m'a coûté tel montant, ainsi de suite. Fait que c'est là qu'il faut additionner. Donc, il y a pas 4 variables, mais il y a 4 grandes sections de montants. Le terrain, donc ça, c'est très variable. Les infrastructures, qui sont très variables aussi. Est-ce que j'ai du dynamitage? Est-ce que j'ai un chemin de 500 pieds à construire? Donc, tout ça. Et si on fait un peu le lien avec la rénovation, ben, c'est qu'est-ce que j'ai à mettre comme argent avant de commencer à construire? Est-ce que je dois démolir une maison? Est-ce que je dois enlever une section, une cheminée, quoi que ce soit? Donc, il y a des projets, des fois, que ça coûte 10 000, 15 000 $ juste pour commencer à travailler. Donc là, on a juste comme... C'est ça. C'est là la notion d'infrastructure, c'est les frais de base qui sont importants à réfléchir. C'est avant, parce que les gens calculent toujours la céramique, puis la cuisine, puis ci, mais c'est pour te rendre là, ça te coûte combien déjà?
Ouais, exact. Puis là, je vais répondre à quelques questions en accéléré. Mais il y a des gens, genre Alex, il dit « Oh my God, 475 000 pour une maison de 1000 pieds carrés. » Puis c'est là que la réflexion devient intéressante. Parce que construire 2 maisons de 1000 pieds carrés avec les mêmes infrastructures, c'est-à-dire faire un jumelé, là, on parle. Parce que là, dans le fond, j'ai 200 000 pour mon terrain. J'ai le même 200 000, je peux construire un jumelé sur un terrain d'une unifamiliale ou une vie générationnelle. Là, mon 150 000 de départ va peut-être être 200 000 de départ parce que j'ai 2 cuisines, 2 salles de bain. Je te fais ça vraiment rond, là. C'est peut-être un peu plus. Qu'est-ce que tu en dirais, Benoît, si je dis le coût de départ d'un bigénérationnel? Il n'y a pas tant de plus. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être un 200, effectivement. Il y a peut-être. Parfait. C'est que je viens de rajouter, dans le fond, un 50 000 plus le même 120 $ du pied carré. C'est-à-dire que là, si on fait des petites mathématiques rapides, ben, admettons que je voudrais faire 2000 pieds carrés, ça me ferait 240 000. Plus mon 200 000, ça veut dire 100 000. Et là, j'étais à 200 000, 200 000, 400 000. Puis là, j'étais à 600. Mais si je le ramène à moitié, ben, ça fait 300 000 quelque chose par personne à la place de 470 000 par personne. Fait que là, je viens de diminuer le coût de 50 de 25 je viens de diminuer le coût de 25 mais c'est gros, 25 c'est 150 000 grossièrement. Hey, je suis perdu dans mes nombres. Là. Il faudrait que j'ai un tableur Excel pour suivre vraiment clairement. Mais gardez en tête que de faire un bigénérationnel, vous sauvez 25 ou un jumelé, vous sauvez 25 pour avoir la même chose, excepté avec un mur mitoyen. C'est là que de faire des jumelés, tout ça, ça commence à être intéressant. Puis là, je vais faire une coupelle de questions en vague. C'est pour ça qu'on voit que les promoteurs développent majoritairement du multilogement, des condos, des triplex, parce que c'est ce qui est le plus économique au pied carré ou à la surface ou pour la même chose, parce qu'il y a une économie d'échelle qui est là. Les pieds carrés qu'on a mis, Céline, c'est tous les pieds carrés. C'est que si tu as 2 étages de 1000 pieds, on calcule 2000 pieds avec cette formule-là. Je vois que la question de Marco, quels sont les paramètres les plus écologiques? Ben, construire plus petit, il n'y a rien de plus écologique que ça, puis économique. Mais après ça, c'est de jumeler. Parce que pour la maison, construire plus petit, c'est vrai. Mais quand tu as les mêmes infras, de jumeler des constructions, c'est beaucoup plus écologique et économique. Puis ensuite, juste vite, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, là. Mais écologique, là, éco-abordable, mettre des bonnes fenêtres, faire un bâtiment étanche, puis mettre une bonne isolation, mettre vos fenêtres au sud. OK? 4 paramètres. Ils sont pas juicy, on ne parle pas de thermopompe, on ne parle pas de géodrain écologique, de panneaux solaires. Mettre nos fenêtres vers le sud, avoir une bonne étanchéité, avoir des bonnes qualités de fenêtres, puis un bon isolant, bonne isolation, là, on est dans la grosse base. Là. Je continue, Diane. Un des points qui avait été donné de Paul, juste pour celui-là, dans le fond, Paul qui disait « Et tous les imprévus, il y en a toujours ». Je pense que c'est important de dire que toi, les calculs que tu as faits, Fred, c'est en te basant sur des chiffres conservateurs et non pas optimistes. Exact. Dans le domaine, justement, c'est là la différence entre le prix d'approche et la réalité. C'est sûr que dans les salons d'habitation... Vas-y, moi, je peux me permettre de vous donner quelque chose qui n'est pas un prix d'approche parce que je n'ai pas besoin de vous vendre une maison. T'sais. Je peux vous pouvoir faire peur, mais tout à l'heure, encore une fois, là, je voyais « Oh my God, 470 000 ». Bien, effectivement, ça arrive à ça, ce setup-là, mais si on jumelle ou on rénove, il y a moyen de faire mieux. Je voulais juste rassurer, mais continue, Benoît. Et c'est sûr que là, l'exemple que tu as pris, tu as pris un terrain à 100 000, tu as pris ici, alors que il y a plein y a des promoteurs justement de maisons écologiques qui arrivent à sortir des maisons clés en main à 325 000. Donc, il y a moyen aussi d'optimiser certaines choses. C'est correct que tu aies été conservateur dans tes chiffres, puis j'aime ça parce que dans le domaine, tout le monde est flou sur les montants. Puis c'est un peu le but du webinaire, c'est un peu la commande que tu m'avais dit en disant on peut-tu dire les vrais montants une fois pour toutes, puis juste garde. Parce que c'est sûr que dans le domaine, tout le monde va être vendeur, entre guillemets. Et c'est là que vous allez l'apprendre petit à petit. T'sais. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui réalisent leur projet de maison neuve, mais qui vont le faire, qui vont l'avancer. Parce qu'ils commencent en disant « Hey, j'ai vu ça dans un salon, le vendeur m'a dit que tout inclus, c'était 250 000. » Et là, ils avancent à la première rencontre. Ah, il n'y avait pas de fondation. T'sais. Ah, ben non, parce que eux, tout inclus, c'était tout inclus leur section à eux de maison. Ben, ça, OK, ben moi, j'ai besoin d'inclure la fondation. Ah, il n'y avait pas le terrain dedans, il n'y avait pas ci.
C'est là que c'est important, justement, de faire réfléchir et de prendre les bons calculs. Parfait. Puis là, il y a Lucie qui disait en grosse majuscule, mais c'est pas abordable, c'est pas pour grand monde. Puis c'est vrai, c'est un peu la réflexion que je veux vous amener, c'est qu'une maison clé en main, neuve, sur mesure, même pas écologique, là, écologique, ça fait pas une grosse différence. Genre comme, c'est extrêmement cher. Puis c'est pour ça qu'on dit, OK, ben ça, c'est peut-être pas le modèle pour tout le monde. Peut-être qu'on est mieux de faire des jumelés ou des quadruplex ou de faire quelque chose comme l'Oasis. Lucie dit, le rêve tombe. J'adore que le rêve tombe maintenant. J'espère que tu n'as pas trop investi dans un mauvais rêve. Mais il y a vraiment moyen d'y arriver, mais il faut juste faire un plan de match. Comme moi, par exemple, quand je me suis aperçu de ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une maison qui existait déjà par un vendeur vraiment motivé qui était prêt à la vendre 200 000. J'ai acheté une maison pour 200 000. Elle vaut plus cher, puis j'ai rénové par en dedans. J'ai construit une mezzanine. J'ai rajouté 3 pièces en faisant ma mezzanine, c'est-à-dire 2 chambres. J'ai monté la valeur du bâtiment. J'ai joué dans l'immobilier, la réalité du milieu. Puis là, je suis en train de me libérer une mise de fonds pour pouvoir construire ma maison écologique. Ma maison écologique, ça ne va pas être une maison unifamiliale. Ça va être une maison unifamiliale au sens de la loi pour que je puisse la construire où est-ce que je veux. Mais j'ai le but qu'on soit 2 ou 3 familles avec chacun ses espaces intimes, mais des grands espaces communs pour partager tous les frais de base puis réussir dans quelque chose qui est à 300 000, c'est-à-dire 150 1 500 $ par mois d'hypothèque, avoir quelque chose de vraiment grandiose. T'sais. Fait qu'il faut juste garder tout ça en tête. Je continue juste vite. Il y a Diane qui posait une bonne question. La différence entre le coût d'une maison écologique et le coût d'une maison ordinaire pour la même grandeur. Fait que ça, c'est une bonne question. Je te laisse y répondre. Il y a plusieurs études qui le montrent parce que c'est un défi que peu de gens vont offrir les deux en disant je peux te bâtir une maison au code. Déjà, des maisons au code, il n'y en a pas non plus des tonnes. Non, certaines études montrent qu'il y a seulement 15 des maisons neuves qui respecteraient 100 le code du bâtiment. Et là, je sais qu'il y en a qui me disent non, mais le code du bâtiment, c'est obligatoire. C'est obligatoire si on est inspecté. Alors, vu qu'il n'y a pas d'inspection, il y a des gens qui respectent leur code à eux. Fait déjà, une maison au code. Ensuite, on pourrait donner un comparatif avec Nouveau Climat. Donc, Nouveau Climat, qui est un bâtiment plus efficace, énergétiquement, de meilleure isolation, meilleure étanchéité. Et on rajoute un peu le gros bon sens. Donc, du triple vitrage, une toiture de tôle. On peut rajouter environ entre 3 et 5 des frais sur le coût d'une maison. Fait que, il y a une étude des cohabitations qui avait sorti il y a 2 ans qui comparait le coût d'une maison neuve au code à 300 000 $ et qui montrait qu'une maison écologique demandait un investissement supplémentaire de 15 000 $, dans le fond, mettons 5 %. Et c'est là que c'est important, parce que les gens disent souvent combien ça coûte. Oui, il y a le coût d'achat qui est important, mais il y a aussi le coût de possession. Et ça, peu de gens font ce calcul-là au complet. Et c'est là que la qualité est intéressante et que là, elle est rentable, dans le fond, tout dépendant de ce qu'on fait comme choix. Un peu comme moi, quand j'ai magasiné ma voiture. Mais juste avant que c'est la notion d'éco abordable, là, je veux juste la rentrer clairement. Là. La notion d'éco abordabilité, c'est que tu diminues ton coût d'entretien, mais tu augmentes ton coût d'achat, donc tes mensualités de paiement parce que tu empruntes, mais les deux s'équivalent. Fait que la notion d'éco abordabilité, c'est que tu diminues ton coût de mensualité, puis ce surplus d'argent-là, tu le mets pour payer une maison plus chère. Il y a autant d'argent qui sort de tes poches, mais tu as une maison de meilleure qualité. J'aime le parallèle avec l'auto, c'est un autre bon exemple d'ailleurs. L'étude justement des cohabitations montrait que la maison à 315 000, elle coûtait 70 $ de plus par mois d'hypothèque, mais on sauvait 150 $ de frais de chauffage par mois. Ce qui fait qu'à la fin, la maison à 315 000 coûtait 82 $ de moins par mois que la maison à 300 000. Fait que souvent, quand les gens disent « je n'ai pas les moyens de me payer la qualité », je fais comme « tu n'as pas plus les moyens de te payer pas la qualité. » Parce que si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens de payer 82 $ de plus par mois. C'est là qui est le défi. Parce que souvent, les gens disent c'est 15 000 de plus. Fait comme non. On parle de 82 $ de moins par mois parce qu'il faut calculer tous les frais. Et un peu comme ma voiture, les gens disent c'est combien de temps de plus? Mais tu fais comme moi, j'ai payé mon auto, j'ai pris des paiements sur 5 ans. Fait que oui, j'avais une économie, parce que mon auto me revenait moins cher par mois pendant 5 ans. Mais après mes 5 ans, j'avais plus de paiement. Fait qu'un peu comme la maison, au bout de 25 ans, quand l'hypothèque est terminée,
bien là, je n'ai plus le surcoût d'achat initial. Je n'ai que le 150 $, mettons, d'économie. Ouais. Plus on le calcule sur le long terme, plus c'est avantageux. Yes. Fait que là, je vais rappeler ça. J'ai des questions ici. Il y a Arnaud, puis Joanne, puis d'autres mondes qui ont dit tout à l'heure, tu sais, quand je disais le 40 000 de taxes, qu'il y a un remboursement de taxes qui est possible au fédéral puis au provincial. Ce qui est vrai, mais c'est une petite proportion pour les maisons qui sont pas chères. Puis je vous dirais que vous allez regagner peut-être un 5 sur vos taxes, grossièrement, un 5-7 Puis j'aimais beaucoup la réflexion de Benoît. Quand moi, j'ai dit « Hey, mais Benoît, tu calcules toutes les taxes, je peux m'en faire rembourser une partie. » Il m'a dit « Ça, Fred, c'est ta contingence. Au cas où que ça te coûte plus cher, c'est là que tu vas t'en sauver un peu. » Fait que j'aimais ça qu'on calcule toutes les taxes puis qu'on garde genre comme ce retour de taxes-là comme une contingence comme pour les surcoûts. Fait que je trouvais ça vraiment intelligent. Ben, c'est qu'il y a certaines règles aussi à respecter. Donc, il y a des montants maximum, ça doit être ta maison principale et non pas secondaire. Fait qu'il y a quand même plusieurs critères à évaluer. Ah, parfait. Ah, il y a Lucie qui dit que le son coupe, puis la vidéo aussi recommence ta page. Puis il y a Jasmine qui pose une excellente question. C'est pour une maison qu'on convertit en maison écologique. Est-ce plus abordable, Benoît? Alors, la question de Jasmine, c'est si on prend une maison usagée et qu'on veut la transformer en maison écologique, durable, la réponse va être oui et non. Donc, encore un peu. Ça dépend toujours de quoi tu pars. Je donne l'exemple parce que moi, je l'ai vécu avec des situations. Puis la question est super bonne, Jasmine, parce que c'est une question qui revient souvent. Ça dépend toujours de où on veut emmener le projet. Quelqu'un qui me dirait, ben, j'ai acheté une maison à 300 000 et je veux faire un bâtiment Passive House ou LEED Platine, je veux faire ci, ben, ça va demander beaucoup d'intervention à le faire dessus. Parce que là, finalement, je suis obligé de quasiment tout défaire et ma maison, mettons que j'ai acheté à 300 000 parce qu'elle était habitable, elle était très bien. Dans le fond, j'enlève la cuisine, j'enlève les murs, je défais toute la structure de la maison. Et pour après ça, refaire l'étanchéité puis rebâtir, dans le fond, l'isolation. Ça va demander beaucoup de travail. Alors que j'ai des clients, moi, qui avaient acheté des maisons qui étaient mal en point. La cuisine, elle était faite il y a trop longtemps puis elle n'est plus belle du tout. Donc, finalement, ce qu'ils ont acheté, c'est une fondation et une charpente. Et le restant, ils l'ont tout enlevé. Ils ont enlevé le revêtement extérieur qui était déjà en train de s'enlever. Ils ont enlevé la cuisine qui était due pour être enlevée. Ils ont enlevé des éléments qu'ils n'avaient pas payé pour, qu'on pourrait dire. Parce que finalement, il y avait comme déjà dévalué. Si vous voulez faire un projet très écologique et vous voulez faire beaucoup de modifications, vous êtes mieux de prendre une maison qui a besoin d'amour. Alors que si j'achète une maison qui est convenable, je me souviens d'un projet en particulier, la personne elle me dit « OK, ben moi, ça me coûte, mettons, 2 000 de chauffage par mois, je veux descendre à 1 000 mais j'ai un beau revêtement de briques tout le tour de la maison. L'intérieur, tout est super bien fait. » Là, je disais, ben, c'est pas logique de venir défaire tous les murs, soit de briques à l'extérieur ou les murs intérieurs, pour aller rajouter de l'isolation puis de l'étanchéité. Parce que oui, on pourrait diminuer la facture de chauffage à 1 000 une maison neuve, on peut les descendre à 400-500 par année de frais de chauffage assez facilement. On a fait le chalet à Bolton, justement, que la facture de chauffage est de 78 par mois, par année, pardon, excusez-moi. Donc, 78 pour chauffer 2200 pieds carrés, mais on était vraiment loin. Faire cette efficacité-là en rénovation ne serait pas logique. C'est là aussi que c'est toujours important de quel est mon investissement initial versus mon économie possible. Cette réflexion-là est toujours importante. Parce que si ça me coûte 50 000 pour sauver 1 000 par année, ben, on fait le calcul rapide que ça va me prendre 50 ans avant de rentabiliser ce montant-là. Comparativement à quelqu'un qui me dit, ben, moi, mon revêtement extérieur est déjà enlevé, ben, pendant qu'il est déjà enlevé, ça ne coûte pas cher de venir mettre une isolation pour venir envelopper la maison. Parce que tu avais déjà ton coût de revêtement extérieur que tu voulais mettre de toute façon. Mettons, je donne un exemple. Tu voulais mettre déjà 30 000 sur ton revêtement extérieur. Ben, ça va peut-être coûter seulement un 5 000 10 000, tout dépendant de ce que tu as à faire, pour changer ça. Un peu la même réflexion avec les fenêtres. Ce n'est pas rentable d'enlever des fenêtres pour en remettre des nouvelles, juste pour l'économie d'énergie. Mais si tes fenêtres sont à changer, ben là, ça vaut la peine de prendre des bonnes fenêtres. Parfait. OK, parfait. C'est que je réponds à quelques questions. Il y a Diane qui demande c'est quoi la différence entre une maison écologique et une maison normale.
Fait que alors, l'exemple des cohabitations, c'était plus 5 pour le coût de la maison, mais on diminuait les mensualités du double. Dans le fond, la maison normale, on fait la considérer au code, mais moi, je considère qu'une maison au code est une maison très bien construite. Parce qu'il y a très peu de gens qui bâtissent au code réellement. Vraiment au code. Oui. Une maison de qualité, premièrement, d'ailleurs, on n'a pas dit ça, une maison de qualité, premièrement, c'est une maison bien construite. Oui, la durabilité est le premier choix écologique. Parce que j'ai beau avoir de la laine de mouton dans mes murs, s'il y a de l'eau qui rentre et ça pourrit, je vais être obligé de tout sortir la laine de mouton et je vais avoir de la moisissure. C'est pas du tout écologique, c'est pas sain. Fait que la durabilité est le critère numéro 1. Ouais. Il y a Eric qui connaît ses nombres, OK? Puis Alex, en fait, Alex pose la question. 78 $ par année, expliquez-nous s'il vous plaît. Puis Eric qui dit son salaire est lead platine, ce qui est vrai, mais c'est pas pour ça que ça coûte 75 $ par année, 78 $ par année de chauffage. Fait que je te laisse expliquer ça. Effectivement. Dans le fond, le chalet, c'était mon 100e bâtiment écologique que je faisais et j'avais le goût de défi. Dans le fond, il faut plus le voir comme un défi personnel que comme un projet soit éco-abordable ou aussi. On a visé la certification Passive House, donc maison passive, qui est une certification allemande, qui a des critères quand même très élevés. Il y a maintenant la même certification américaine, donc qui est beaucoup plus flexible. Là, et adaptée à notre climat et nos sources d'énergie. Effectivement. Donc ça l'aide beaucoup à diminuer l'investissement que ça demande. En bout de ligne, ce qu'on a fait, c'est que c'est un bâtiment qui est hyper performant. Donc, on a des murs, je dis ça d'épais, mais vous ne le voyez pas à la caméra. On a des murs. Alors, même pas dans la caméra, les murs, gang! Ils sont plus larges. Dans le fond, regardez votre écran et les murs sont plus larges que votre écran. Mais c'est comme tu as 26 pouces de mur, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. 26 pouces. Oui. Ça ressemble comme une vieille maison de pierre qu'on peut s'asseoir sur les tablettes de fenêtre. Parce que c'est un peu le principe que je veux aller dehors en hiver et je vais être capable de dormir, passer la nuit à l'extérieur. Ben, c'est là que je vais avoir besoin de beaucoup de manteaux. C'est comme si c'était une maison qui avait 6 manteaux, alors qu'une maison neuve au code en a peut-être 2. Fait que si on fait un comparatif, là, on a comme pratiquement triplé les normes d'isolation. Hyper-isolation des murs, hyper-isolation, dans le fond, du plafond, en dessous de la dalle, fait que chaque élément. Une étanchéité presque parfaite, donc on a vraiment travaillé cette étanchéité-là. Et chaque appareil, ben, à fond, un échangeur d'air qui est vraiment le plus performant qui existe sur la planète. Là. Parce qu'en fond, la norme Passive House, elle est assez simple dans ses exigences. Elle te dit, il ne faut pas que ça te coûte plus que 100 $ de chauffage par année. Fais-les comme tu le veux. Après ça, choisis la méthode que tu veux, mais dans le fond, tu as ça pour passer l'hiver. Mais après ça, c'est là que ça devient compliqué de comment est-ce qu'on se rend jusque-là. Ouais. Cool. Il y a Eric qui demandait de partager les tableurs avec les calculs et tout. Puis on partage les tableurs, nos feuilles de calcul avec nos étudiants parce que c'est quand même complexe à se servir. Puis il y a plein de nuances. Il faut vraiment prendre le temps de bien l'enseigner. C'est extrêmement important pour moi que les gens ne courent pas avec enthousiasme dans la mauvaise direction. Puis si tu sors du tableur et que tu ne sais pas exactement comment t'en servir, tu peux arriver à un nombre que tu penses que ton projet est réaliste parce qu'il t'a manqué une formule quelque part. Puis là, tu vas partir avec ça, tu dis OK, c'est bon. Puis là, tu vas courir avec enthousiasme dans la mauvaise direction, comme avec le prix d'approche d'une enseigne de combien ça coûte une maison sur le bord de l'autoroute. Fait que ça, c'est un point que je voulais juste amener pour Eric. Parce que pour ce qu'on fait ce soir est vraiment un résumé. Dans les formations, on le fait sur au moins une journée. Donc, l'équivalent est même plus. Là. Donc, c'est pas une... Dites-vous que même les entrepreneurs n'arrivent pas à dire combien coûte une maison. Ils en construisent depuis des années. Même eux, des fois, toutes les variables, ils n'arrivent pas à les contrôler, quoi que ce soit. Je voyais plusieurs personnes qui disaient « Ah, ben, il faut calculer les imprévus aussi. » Dites-vous que le chiffre que Frédéric vous a dit est conservateur, comprend les imprévus. C'est comme drôle que dans le domaine, on bâtit des maisons depuis des centaines d'années. Pourquoi on parle toujours d'imprévus? Tout se prévoit dans une maison. À part la profondeur d'un puits, que ça, quand on commence à creuser, on ne sait pas exactement. Mais le restant, on peut être vraiment très précis. Mais oui, ça demande du temps, ça demande, puis comme Fred l'a dit, il faut être bien accompagné pour savoir quel chiffre mettre, parce que les gens
ce que j'ai vu souvent, c'est comme, OK, ben il y a une case, je vais mettre un chiffre. On passe à l'autre, tu sais. Parce que moi, mais c'est pas juste de mettre des chiffres dans une case qui est important, c'est de mettre les bons chiffres. Parce qu'après ça, vous allez critiquer après tout le monde en disant, ben ouais, non, ça coûte bien cher. J'avais lu sur Internet que tel élément coûtait 6 000, puis là, moi, ça me coûte 9 000. Comment ça? Fait que c'est là que c'est important de bien utiliser les chiffriers. Ouais. Il y a Jasmine tout à l'heure qui demandait est-ce que c'est plus accessible d'acheter quelque chose qui existe déjà puis de rénover? Puis j'aimerais ça juste répondre à la question de Jasmine Laurent simplement. La réponse, c'est il y a plus de chances, ça va être beaucoup plus facile à faire un projet accessible à acheter quelque chose d'existant puis de le rénover. Surtout si vous y allez étape par étape, comme Benoît disait, mais j'essaie de reformuler la question plus simplement. Fait que la réponse, c'est d'acheter quelque chose qui existe déjà et de le rénover pour que ça devienne écologique. Oui, c'est plus accessible, mais ça va être un différent rythme. Ça va être plus accessible dans le sens que vous achetez une maison, puis le jour que la plomberie est à refaire, peut-être que vous refaites un système plus écologique pour séparer vos eaux grises et recycler vos eaux grises. Le jour que votre toiture est à refaire, si c'est dans 5 ans ou 10 ans ou dans un an, à ce moment-là, vous enlevez la toiture, vous réisolez votre toit, puis là, vous remettez une toiture en tôle. Puis au moment de changer vos fenêtres, au bon moment, dans 5 ans, dans 1 an ou dans 10 ans, là, vous enlevez vos fenêtres, vous mettez des meilleures fenêtres, faites des plus grandes ouvertures au sud, vous fermez des ouvertures au nord, puis là, vous réétanchez comme il faut. Fait que, dans le fond, c'est beaucoup plus accessible d'acheter existant puis de rénover au fur et à mesure. C'est pas, ça va être pour le prix, mais ça va être beaucoup pour le cash flow, votre flux de trésorerie. Vous n'aurez pas besoin de sortir tout votre argent au début. Vous allez pouvoir la sortir au fur et à mesure. Vous allez avoir l'actif de votre bâtiment pour vous réhypothéquer puis pouvoir surfer la vague et prendre doucement avec la valeur du bâtiment. Fait qu'une construction neuve, il faut quasiment que tu aies tout l'argent dans le départ. C'est une exagération, tu peux emprunter puis tout. Mais tandis que quand tu achètes quelque chose d'existant, ben, tu as beaucoup moins de demandes de sortie d'argent au départ. Tu peux vraiment moduler puis prendre ton temps. Fait que je voulais dire à Jasmine, oui, puis pour tout le monde, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Puis Alex demandait combien a coûté la Passive House, Benoît? Combien l'a coûté? C'est une bonne question parce qu'on n'a pas tout calculé et il y a beaucoup c'est de l'autoconstruction aussi. Dans le fond, je l'ai fait une bonne partie moi-même. Mais c'est un bâtiment qui m'a coûté un peu plus que 500 000 dans le fond, à construire en autoconstruction. Donc là, okay, j'inclus pas le terrain. Là, tu vas me dire qu'est-ce que tu inclus dedans. Pas le terrain. Mettons, je calcule pas. Fait que tu n'inclus pas le terrain. Non, je n'inclus pas le terrain. J'inclus les infrastructures. Les infrastructures. Oui? Oui. OK. Effectivement. Fait que juste pour être clair, ça coupe un peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites juste des signes pour voir si vous comprenez bien. Fait que je vais les nommer puis tu vas me dire. Là, tu as dit 550 000 à peu près que ça va coûter. Parfait. Tu n'inclus pas les terrains. Non. Les infrastructures, préparer le terrain pour la maison, est-ce que tu les inclus? Oui, dans le fond. Mais ça va coûter quand même cher. Nous, on était peut-être à 75 000 d'infrastructures, vu que c'était un grand terrain. À cause que c'est en code, l'amitage, toute l'équipe. Oui. Ensuite, est-ce que tu inclus le coût de la maison? Oui. Est-ce que tu inclus les taxes? 550, oui. Il serait dedans. Tu inclus les taxes. Est-ce que tu inclus ton temps à toi parce que tu étais autoconstructeur sur cette maison-là? Non, je ne me suis pas évalué pendant que je me paie. Ouais, pendant que je travaille. Fait que checkez bien ce que je fais. À chaque fois que quelqu'un me donne un prix de maison, j'y demande qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut sur le terrain, les infras, les taxes, ton temps? Tu sais, c'est comme là, l'autoconstructeur, là, Benoît, il construit des maisons, là, on lui demande. Là, le prix que tu me donnes, ça inclut-tu la cote d'entrepreneur que tu prendrais d'habitude, tu sais? Fait que poser des questions pour pouvoir avoir de la nuance de combien ça coûte. Ah, ils disent que ça coupe un peu, ça lag un peu. Ah, OK. Mais moi, je t'entends bien. Ça lague un petit peu, mais là, c'est correct. C'est revenu. Donc. OK. Ça me rassure. Puis là, dans le fond, cette maison-là, tu as coûté 550 000 selon les paramètres qu'on t'a dit, mais il y a 2 maisons en une. Fait que dis-nous le nombre de pieds carrés puis un peu comment tu as fait ça aussi. Oui, effectivement, c'était la question de Patrice et de Alex. Donc, on a 2 étages de 1100 pieds carrés, qui est une maison. Chaque maison a 1100 pieds carrés. Plus on a une véranda 3 saisons avec un petit espace de rangement par la suite. Donc, le bâtiment principal fait 2200 pieds carrés, plus une section, dans le fond, de 240 pieds carrés à côté. OK, cool. Ah, parfait. Mélo me dit que elle a bien entendu. Allô, Mélo! Mélo, tu es une personne incroyable qui travaille dans notre équipe et qui rock the world avec nous. Fait que, ça veut dire que là, tu as dit 100,
1100 pieds carrés par étage. Ouais. Puis là, tu n'inclus pas tes murs, là, parce que d'habitude, les gens incluent les murs, mais toi, tu as comme des grands murs. Fait que là, tu inclus des murs À 1100, normaux. on inclut un mur normal, mettons. On On inclut un mur n'inclut pas normal. le 2 pieds, le pied de trop de mur. On inclut Parfait. Puis, Amel, tu m'as dit une très, très belle réflexion que si c'était à refaire et tu voulais avoir un plus grand impact écologique, le 100 000 que tu as mis en plus pour que ce soit hyper, hyper performant, qu'est-ce que tu ferais avec pour être plus écologique, Benoît? Bon, à la base, la certification Passivhaus, je ne pensais pas que ça coûterait aussi cher. Benoît, c'était ta 100e maison et tu as fait une erreur de calcul dans le coût. J'étais un autoconstructeur. C'était pas, j'avais pas mon chapeau d'entrepreneur, alors j'avais l'optimisme de l'autoconstructeur pendant ce projet-là. Et c'est un exemple, je le dis en toute humilité, parce que dans les formations, je dis la même chose. C'est comme, même moi, je me trompe parce que il y a eu les temps carrières. Tu sais, le Passivhaus, au début, on était comme, c'est plus simple, puis il y a des choses qu'on a rajoutées en cours de route en disant, ben ça va être le fun, ce bâtiment-là va être visité, les gens vont pouvoir l'essayer. Hey, j'aimerais ça qu'ils voient ça. Ah oui, on rajoute ça. Tu sais. Fait que ça se fait tranquillement. C'est pas... Donc, c'est un peu le fameux, ce qu'on appelle les tanks à yacht, qui sont... Ça, dans le fond, c'est plus dur des fois à évaluer. Mais un projet bien préparé, en théorie, il n'y a pas de tank à yacht. Parce que si c'est bien réfléchi, si chaque question s'est posée, on l'enlève. Alors, le Passivhaus, qu'on pensait qu'il coûterait peut-être 25 000 qui finalement en a coûté à peu près 60 pour avoir un bâtiment vraiment à cette performance-là. Donc là, vous allez dire, coudonc, c'est pas logique comme investissement. C'est ce que je me suis dit pendant plusieurs journées que je travaillais là-bas. Et ça a demandé beaucoup d'heures de travail. Donc, c'est un peu ça que je dis. C'est comme ça m'avait coûté 100 000 de plus en temps et en matériaux. Refaire le projet, je me serais acheté une Tesla. Donc, j'aurais mis mon 100 000 sur un char. Donc, j'ai la chance de rouler en Prius hybride, qui est vraiment génial. Mais là, en ayant une Tesla, le même 100 000 m'aurait fait sauver 1 500, 2 000 d'essence par année. Et l'impact écologique, tu aurais eu un plus grand impact écologique en roulant en Tesla, en mettant ce surcoût-là dans une auto électrique parce qu'on pollue beaucoup plus avec nos autos qui roulent au gaz qu'avec notre chauffage hydroélectrique au Québec. Fait que c'est ça aussi, genre, on a toute une quantité d'argent et de ressources, puis on veut voir le maximum d'impact écologique avec. Puis des fois, ça va être d'acheter une auto électrique qui va être plus écologique que de construire une maison trop performante dans ce cas-là. Oui, effectivement. Et c'est là, puis autant que je suis à l'aise de l'avoir fait, parce qu'en fond, c'est un peu ma job de tester les choses, puis d'essayer, puis de défricher pour qu'il y ait moins de gens qui fassent des erreurs ou des moins bons choix. Mais moi, ma réflexion, c'est ça. J'aurais aimé mieux sauver 2 000 d'essence que là, le même montant me fait sauver 400 d'électricité par année. Ouais. Parfait. Puis Benoît pense juste à l'argent. Mais moi, je vous dis aussi, c'est beaucoup plus écologique. Tu as plus de bang écologique pour ton buck, pour ton argent. Eric, il dit la Tesla est super dispendieuse quand même, mais quand tu fais beaucoup de kilomètres, là, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus, mais sauf, ça te coûte un dixième du coût en déplacement à une auto électrique. Puis au Québec, le gaz est cher, l'électricité n'est pas chère. Si ça vous intéresse, allez voir, cherchez sur Internet, c'est en anglais, là, mais le coût d'une Tesla Model 3 versus une Toyota Corolla, ça va revenir moins cher. Arnaud, il dit tant qu'à dépenser ça. Mais c'est vrai que c'est important de calculer le coût de possession. Parce qu'il y a tellement de gens, moi, qui m'ont dit une hybride, c'est trop cher. Pourtant, quand je fais les calculs sur 300 000, tu vois, j'arrive à mon 300 000 km, j'ai sauvé 16 000 d'essence pour un investissement de 4 000 Ouais. Mais c'est sûr que les gens disaient c'est 4 000 de plus, ça vaut-il la peine? Ben, es-tu prêt à mettre 4 000 pour sauver 16 000 d'essence? Ouais. En tout cas. Ouais. Il y a Daniel qui dit que ce sont des chiffres très élevés pour la moyenne des gens. Puis, bon, toi, c'est un projet, on s'entend que la Passivhaus, c'est un projet que tu disais pendant que tu le faisais que c'était peut-être pas un bon investissement, cette partie-là. Puis, on ne dit pas d'acheter une Tesla avec cet argent-là, on dit vous auriez pu le garder dans vos poches aussi. Bon, le but, une maison, ça coûte cher. Puis, si vous voulez que ça coûte moins cher, achetez une tiny house, construisez-la vous-même, allez la parquer dans un terrain de camping ou genre habitez un jumelé ou prenez un loyer. Tu sais, il y a tellement plein de solutions. Merci. Il y a quelqu'un à Solution Era qui a mis le lien de la comparaison entre la Tesla et la Corolla.
Mais la chose qui aurait pu être faite aussi dans cette situation-là, c'est juste pas dépenser cet argent-là puis la garder dans ses poches. Puis, tu sais, c'est comme il y a plein de solutions. C'est que le but, c'est pas de vous encourager à dépenser de l'argent. Et c'est là que c'est important, justement, c'est toujours, quand tu as un choix à faire, quel est le meilleur choix? Oui. Donc, lorsque j'ai à changer d'auto, parce que si tu as déjà une auto, ben oui, l'auto électrique peut être plus écologique, mais est-ce qu'on scrape toutes les autos à gaz présentement? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là? Fait que non, il faut quand même les utiliser aussi. Mais le jour qu'on change, là, c'est important de faire des bons choix. Un peu comme l'histoire de la maison. C'est, moi, je vais jamais conseiller à personne de dire hey, il faut que tu déménages vite dans une maison écologique, là, tu ne peux plus vivre dans ta maison, à moins qu'elle soit malsaine ou quoi que ce soit. C'est, si tu as le goût de changer, d'avoir une maison de meilleure qualité, puis de faire une construction neuve, ce qui est génial, puis il y a plein d'autres avantages aussi, ben là, tu peux faire. C'est là que c'est important de calculer cette option-là. Ouais. Hey Benoît, on s'est déjà pas mal à notre fête. J'aimerais ça le refaire dans le futur, mais je pense qu'on devrait le refaire, mais plus poussé. Tu sais, avec un Google Sheet, puis des colonnes. Puis là, on avance genre 3-4 projets types, puis on descend le coût, puis on regarde le coût différent à la fin pour tous ces projets-là en même temps. Ça serait une version plus... Ça serait un bel exercice, effectivement. Et de le ramener aussi par coût mensuel. Parce que moi, je me souviens d'un client qui me disait « Hey, mettre 400 000 sur une maison neuve, ça n'a pas d'allure, je n'ai pas les moyens. » Et là, on s'est amusé en disant « OK, ben, on va juste voir présentement combien ce projet-là te coûterait par mois. » Parce que là, tu as une efficacité, tu as une économie, et ainsi de suite. Et on va regarder présentement combien ça te coûte ta maison. Donc, quel est ton coût d'hypothèque? Quel est ton coût d'entretien? Parce que c'est sûr qu'une maison neuve, oui, elle coûte plus cher. Ça, c'est toujours. Mais il faut penser que je n'ai pas de fenêtre à changer, je n'ai pas de revêtement extérieur à changer. Pour les 25 prochaines années, quand j'ai fait des bons choix, je n'ai plus rien à changer. Et c'est là qu'on ramène justement tous ces montants-là, les frais de chauffage, donc aussi. Puis c'était drôle parce que ce client-là me disait ah, ben, tu sais, moi, ma maison va être tellement froide et pas confortable en hiver que c'est sûr qu'il faut aller dans le sud. T'sais. Il faut aller chercher de la lumière puis de la chaleur parce qu'on n'est pas bien. Alors que moi, c'est un des commentaires que j'entends le plus souvent de mes clients c'est pourquoi aller dans le sud? Je veux dire, je me mets une chaise longue devant ma porte patio, puis c'est génial. Là. Je veux dire, moi, depuis 2 semaines, là, qu'il fait super soleil, il fait 23-24 dans ma maison sans chauffer, juste parce qu'on a du soleil. Fait que ce confort-là, fait que là, on a mis le calcul en disant OK, ben là, tu vas sauver 2-3 000 $ par année de frais de voyage pour aller chercher de la chaleur et du soleil que tu n'auras plus besoin. Et finalement, on arrivait au même montant, où je pense que même la maison neuve revenait un petit peu moins cher quand on faisait le calcul total. Mais c'est sûr que de visu, elle avait l'air beaucoup plus chère, mais c'est qu'elle répondait à beaucoup plus de besoins. Et c'était une vision beaucoup plus à long terme. OK, good, parfait. Hey, merci. D'ailleurs, il y a le lien de notre dernier webinaire que j'ai fait la semaine passée sur les voitures électriques et la fin du pétrole pour faire le lien. Un point de vue extrêmement intéressant. Merci, Mélo, de l'avoir mis en haut. Je t'encourage vraiment à aller écouter l'autre webinaire. On va clôturer ça. Ça fait déjà pas mal 1 heure qu'on est là. Je voudrais vous encourager, par exemple, si vous êtes encore là, vous avez le goût d'avoir plus d'infos. Il y a le certificat en design de bâtiment écologique qui est une formation extrêmement poussée et avancée qu'on offre. Que Benoît est là pendant 1 journée et plus pour vous parler de plein de trucs. Il y a des coachs et toutes sortes d'experts sur plein de choses. Fait que, puis il y a un changement de prix là, demain soir. Fait que vous avez jusqu'à demain pour avoir le prix moins cher en classe. Puis si vous êtes intéressé à en apprendre plus, allez sur notre page de solutionera.com. Laissez-nous votre courriel. On va vous envoie une série de vidéos gratuites bientôt qui va partir dans quelques jours. Fait que voilà là-dessus. Fait que je mets le lien ici dans les commentaires si vous voulez venir prendre notre formation. Ça va être un plaisir. Je vous rappelle que le changement de prix a lieu demain. Fait que ça sera un plaisir de vous voir en personne. Puis on est tous là ensemble. Tu sais, le certificat en design de bâtiment écologique, il est accessible en ligne. Mais la beauté de le faire en classe, c'est que c'est les gens que vous rencontrez. Autant les professeurs qui sont devant, comme Benoît, qui est exceptionnel, et plein d'autres, mais c'est encore plus les étudiants qui sont dans la classe. Vous allez rencontrer 150 personnes du Québec qui ont un rêve comme le vôtre. Vous allez passer 6 mois avec eux, 1 fin de semaine par mois. Ça va vraiment vous permettre de créer une communauté d'expertise aussi puis d'entraide. J'ai fait une visite chez Renault dernièrement qui expliquait à quel point plein d'étudiants de certificat étaient venus l'aider aussi à construire sa maison. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ouais. Puis moi, je suis impressionné de voir, il y a même des projets communs
que des gens de la communauté de Solutions ERA ont fait en se disant, ben, oh, je vois que tout seul, c'est plus serré financièrement, je vois les avantages d'être deux, hey, c'est génial, il y a d'autres personnes qui partagent mes valeurs. Fait qu'il y a même du matching de maison, du home matching qu'on a réussi à faire. C'est vraiment intéressant. Et moi, ça fait 15 ans que je donne des formations, autant que j'en suis beaucoup, moi, comme professionnel et comme entrepreneur. Et les études le montrent que chaque dollar investi en formation vous fait sauver 10 fois à 100 fois le montant que vous avez mis. Et surtout dans un projet de construction, qu'une erreur à 10 000 est arrivée tellement vite, puis poser des questions aux gens. Puis moi, je veux dire, il y a d'autres formations aussi. Là, celle Solution ERA, je l'adore, puis c'est selon moi la plus complète. Mais c'est important, justement, de prendre le temps. C'est un bâtiment que vous allez vivre toute votre vie, vous allez élever votre famille, vous allez vivre les plus beaux moments. C'est important que ce soit bien conçu, bien réfléchi pour que ça soit un projet de rêve et non pas un regret. Parce que le regret, il est long, dans le fond, quand tu as fait des mauvais choix. Good, parfait. Fait que c'était pas mal ça pour nous aujourd'hui. Je vais clôturer ça. Ça fait une bonne heure qu'on est là. Je sens que les gens commencent à partir aussi. Il faut aller dormir, s'occuper de notre famille. Fait que voilà, il y a dans la conversation aussi, là, je ne sais pas comment la pinned, mais il y a le lien era.solutionera.com concevoir maison de rêve. C'est le lien que Solution ERA a posté. Il y a juste quelques conversations en haut. Puis pour le coût d'une maison, puis l'éco-abordabilité, Francis, là-dedans, vous allez voir une vidéo gratuite de Francis qui parle de tout le coût d'une maison. Puis qu'est-ce que Benoît disait tantôt de l'étude d'éco-habitation. Nous, on a fait la même étude avec des beaux graphiques qui expliquent le surcoût d'une maison écologique, mais que ça revient moins cher, que ça te va avoir plus d'argent dans tes poches parce que ta maison est durable et tout. Fait que je vous encourage fortement d'aller voir cette vidéo-là. Sur ça, c'était vraiment un plaisir de vous servir. As-tu un mot de la fin, Benoît? Merci d'être là, Benoît, d'ailleurs. Ben, ça fait plaisir. Pour moi, c'est important. J'ai tellement vu de gens qui avaient un beau rêve et qu'ils l'ont mal orienté, ils ont été mal accompagnés ou mal guidés, justement, et que le rêve est devenu un cauchemar. Et c'est pour ça que moi, il y a 15 ans, quand j'ai vécu une situation comme ça, pas personnellement, mais avec un projet que j'accompagnais, je me suis dit, je vais essayer de donner le plus d'outils, le plus d'aide possible à tous ces gens-là qui veulent améliorer leur qualité de vie, leur lieu de vie pour leur famille, et que finalement, par des mauvais conseils ou des imprécisions, un peu comme Fred parlait tantôt, finalement, le rêve est devenu un cauchemar. Fait que c'est là que c'est important de bien préparer ça. Et j'ai la chance de vivre depuis 12 ans dans ce type de maison-là. Et ça me compte. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait le plus de gens possible. C'est tellement génial de vivre baigné de lumière, dans le confort. Ça change. Puis j'ai tellement eu de commentaires de clients qui me disent « Wow, depuis que j'ai déménagé, depuis qu'on a fait ces modifications-là dans ma maison, il y a tellement de bénéfices, il y a tellement d'autres choses. » Autant d'un point de vue physique, au niveau de la santé, on peut améliorer beaucoup, mais d'un point de vue psychologique aussi. Quelqu'un qui aime son lieu de vie, c'est pas du tout la même vie qu'il va vivre, carrément. Je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance-là d'habiter un bâtiment durable, efficace, bien conçu, écologique. Oui, c'est ça. Puis la beauté de ça, c'est que ça n'a pas besoin d'être une maison unifamiliale en campagne. On peut le jumeler, se joindre, rénover pour que ça soit accessible pour pouvoir réaliser son rêve. Un moyen d'y arriver, mais il faut juste être réaliste, dépendant du résultat qu'on vise, le coût et le chemin qu'il faut pour le parcourir, dans le fond. C'est tout. Effectivement. Tous les bâtiments, tous les lieux, les logements peuvent être améliorés aussi. Donc, on n'est pas obligé de construire pour vivre mieux. Ouais. Good. Hey, on a Laurie, Lisa, Daniel, Audrey, Caroline, Jules, Patrice, Cassie, José, plein de monde qui nous disent merci. Dominique aussi. C'était vraiment un plaisir de vous servir. Je vous souhaite une magnifique soirée. Puis si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec des amis simplement. C'est ce que vous pouvez faire pour contribuer au mouvement. Maintenant, rapidement, partagez cette vidéo à vos amis. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Benoît encore. Merci beaucoup. Au plaisir.